on a travaillé toute notre vie, les autres, ils travaillent plus. J'ai pas une grosse pension, hein, j'ai 2500 au total. Si vous êtes prêt et motivé, je traverse la rue, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. Est-ce que nous, en tant que retraités maintenant, on pourrait pas reprocher à ceux qui travaillent maintenant d'avoir un travail et des aides dorées? C'est travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. Mais ils sont encore plus difficiles pour accepter le travail. Pas de contraintes surtout. Voilà. Il n'est pas question de samedi dimanche, hein, dit de fait. Et il ne faut pas qu'ils se lèvent tôt, non? Ah non, et puis pas finir trop tard non plus. Une société de fragile qu'on a fabriquée, avec la peur, la bienveillance, faut être bienveillant, Si vous avez moins de 35 ans, vous avez sûrement déjà entendu ce genre de phrase, venant souvent de la génération des baby boomers. Mais est-ce bien la réalité? Sur quels faits concrets s'appuient-ils lorsqu'ils affirment cela? Nous avons comparé un jeune de 20 ans en 1975 et un jeune du même âge en 2025, face au marché du travail. Quelles opportunités pour chacun? Quelles difficultés? Qu'est-ce qui a changé dans l'économie, l'éducation, la société, pour ces générations souvent en désaccord, voire en conflit? Bienvenue dans notre première série, Les Boomers ont-ils eu la vie facile? Ce premier épisode dédié au travail apporte une réponse claire et prouvée à cette question. Est-ce qu'une partie des boomers a connu un marché du travail plus favorable comparé aux millennials et à la génération Z? Nous avons fait des recherches approfondies pour démontrer si oui ou non, une partie des boomers a eu la vie plus facile sur le plan professionnel. Chômage, stabilité des emplois, salaire, progression. L'objectif n'est pas d'opposer des générations, mais d'établir ce qui est vrai ou faux et d'identifier précisément où se situe la différence. Êtes-vous prêt à remonter le temps? C'est parti. Nous voici en France dans les années 60-70. Une époque que l'on nommera plus tard les 30 Glorieuses. Le pays avance comme porté par un souffle puissant. L'économie tourne à plein régime et la croissance s'élève à environ 5% par an. Et dans cette période de notre histoire, une crainte qui nous est devenue familière aujourd'hui semble presque absente. Le chômage. Il existe, oui, mais il demeure quasi inexistant, aux alentours de 3% seulement. Et pour cause, voici un détail qui, aujourd'hui, paraît invraisemblable. Jusqu'en 1967, l'ANPE, l'ancêtre de Pôle emploi, aujourd'hui France Travail, n'existe pas encore. Elle naît par ordonnance en juillet 1967, dans un contexte où le chômage est donc encore très faible. Ce simple fait dit tout. Le service public de l'emploi n'est pas un passage obligé. À cette époque, l'idée qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail n'a rien d'absurde, au contraire. C'est la logique d'un marché qui manque de bras. Les études s'achèvent bien plus tôt. On quitte l'école vite, souvent entre 16 et 18 ans, et l'on entre presque aussitôt dans la vie active. L'économie recrute massivement, quels que soient les niveaux de qualification. Et même lorsque les baby boomers arrivent par centaines de milliers sur le marché du travail, l'économie est en mesure de les absorber sans problème. Il y a de la place, il y a des besoins, et l'entrée dans la vie active se fait sans attendre. Les portes s'ouvrent, mais derrière, il y a une contrepartie. Cette stabilité se paye parfois au prix fort. Cette époque fonctionne comme un pacte silencieux. Le travail se trouve plus facilement, mais il réclame en échange beaucoup de temps, de la pénibilité et une part de danger. D'abord, les risques. Les normes de sécurité ne sont pas celles d'aujourd'hui. Et cela se voit dans les chiffres. Le nombre d'accidents du travail avec arrêt atteint 81,7 pour 1000 salariés en 1975, alors qu'en 2024, il n'est plus que de 26,4. Et derrière ces accidents, il y a une réalité plus dure encore, les décès liés au travail. En 1970, nous comptions environ 1500 morts par an, et c'est déjà une forte baisse par rapport à 1953, car nous étions alors aux environs de 3000 personnes décédées suite à des accidents de travail. Aujourd'hui, le chiffre a énormément baissé. Il se situe autour de 600. Dans ce monde, le travail ne se discute pas seulement en conditions. Il se mesure parfois en blessures et parfois en vie perdue. Mais ce n'est pas tout.
il y a une autre contrepartie, le temps. Les RTT n'existent pas. Et malgré le fait que la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures, la durée moyenne est bien plus élevée. 45,5 heures en 1967, puis 41,8 heures en 1976, avant les 39 heures en 1982 qui arrivent avec la 5e semaine de congés payés. Alors oui, à cette époque, l'accès au travail est plus direct, plus facile, mais avec un certain prix à payer. Et pourtant, quelque chose arrive beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. La stabilité. Malgré la pénibilité, malgré les risques, malgré les semaines parfois longues, une réalité domine. Une très grande majorité de jeunes hommes, et progressivement de jeunes femmes, gardent le même employeur pendant des années. Le CDI n'est pas un privilège rare, il est la norme, la base. Et le chômage des jeunes, en 1975, est à 7,9%. Donc rien à voir avec ce que ce chiffre deviendra plus tard. Mais le durable ne signifie pas l'aisance. Ces débuts ne sont pas ceux d'une génération vautrée dans le confort. Ils sont modestes, souvent durs. Travailler tout le temps pour gagner sa croûte. Vous arrivez à équilibrer le budget? C'est dur, on finit juste les fins de mois avec ma paye que je me touche. Après les manifestations de 1968, l'équivalent du SMIC se situe autour de 800 €, inflation prise en compte. Et pourtant, une revalorisation de 35% du SMIC venait d'avoir lieu, passant de 2,22 à 3 francs de l'heure. Et c'est ici que cette époque révèle un mécanisme bien différent d'aujourd'hui. Pas dans le montant du salaire de départ, qui était souvent modeste, mais dans la cadence de la progression. À cette période, les salaires ne stagnent pas, ils montent rapidement. 2 raisons expliquent cette accélération, la croissance et l'inflation. Et vous sentez que les prix augmentent ou ils diminuent? Ah, écoutez, je suis à les courses très accidentellement, alors je peux pas le dire. Je sais par ma femme que les prix augmentent. Oui, les prix montent, mais durant des décennies, les salaires montent plus vite que les prix. Car entre 1950 et 1975, le salaire moyen est multiplié par 3, inflation déduite. Et lorsque nous regardons le graphique, nous pouvons voir un détail important. Le salaire moyen est nettement supérieur au SMIC. Dans ce contexte de forte croissance et de hausse salariale rapide, beaucoup de personnes entrées jeunes sur le marché du travail voient leur rémunération réelle progresser fortement en 15 à 20 ans. Antoine Fouché, essayiste, rappelle une chose importante. Lorsque le pouvoir d'achat progresse de 4 à 6% par an dans les décennies d'après-guerre, on pouvait doubler son niveau de vie en une quinzaine d'années. Mais avec une hausse proche de 1% par an, il faudrait plus de 80 ans pour arriver au même résultat. C'est presque une vie entière. C'est ce différentiel qui, sur 15-20 ans, fait vraiment basculer un niveau de vie. En d'autres termes, l'achat d'un bien immobilier, par exemple, ou tout autre projet de vie, est accessible bien plus tôt. Nous pouvons le vérifier sur les séries longues de l'INSEE. L'indice du pouvoir d'achat du revenu disponible par unité de consommation passe de 100 en 1960 à 204,9 en 1978, soit un doublement en 18 ans. Et voilà pourquoi cette génération, que nous appelons boomers, même en partant du bas, voit son revenu augmenter très fortement du début jusqu'au milieu de sa carrière. Assez pour que des classes populaires franchissent cette frontière cruciale, celle qui mène à la classe moyenne. Pouvoir acheter une maison, partir en vacances, s'équiper convenablement, se projeter, non pas parce que tout était simple, mais parce que pour eux, tout devenait accessible vraiment plus vite, pour les raisons que nous venons d'évoquer. Alors, si l'on doit résumer l'entrée sur le marché du travail pour les baby boomers, on peut le dire simplement. Au départ, le vent souffle plutôt dans leur sens. Il y a une abondance d'offres d'emploi, peu de chômage, une vraie stabilité dans les contrats et des salaires qui progressent vite, plus vite que les prix, malgré l'inflation. Or, cette réalité n'est pas la même partout, ni pour tout le monde. Les femmes sont moins nombreuses à travailler, ou le font plus tard si elles le peuvent, et dans certaines régions comme le Nord, avec la fin des mines, de nombreuses familles voient le travail disparaître du jour au lendemain. Le vrai drame, c'est la fermeture des mines de charbon, parce que c'est irréversible. Un puits de mine fermé ne rouvrira jamais.
Mais j'ai macho, il vient de partir à l'armée. Quand il va à la retraite, qu'est-ce qu'il va retrouver? Il n'y a rien de prévu pour les gosses. Mais dans l'ensemble, le cadre, bien qu'imparfait, reste favorable. Et c'est cette toile de fond qui explique une grande partie de ce qui vient ensuite. Nous voici de retour au présent, en 2026. Nous sommes dans la peau d'un jeune de 25 ans, au moment précis où il entre sur le marché du travail. Et il arrive avec une promesse en tête. Une promesse qu'on lui a répétée longtemps. Fais des études et tu trouveras facilement du travail avec un bon salaire. Alors, il porte un bagage plus lourd que ses aînés. Plus d'années d'études, plus de diplômes, plus de temps et d'argent investis avant même de commencer. Et parfois des dettes. En 1980, seulement 25,9% des jeunes avaient le bac, dont 18,6% le bac général. Aujourd'hui, plus de 80% des jeunes passent le bac. Et en 2023, 51,9% des 25-34 ans sont diplômés de l'enseignement supérieur. Ainsi, ce jeune sort sûrement d'un bac plus 2 ou plus 3, parfois même d'un bac plus 5. Il pense avoir fait sa part du contrat et espère enfin pouvoir récolter les fruits de ses années d'études. Il se met donc à la recherche de son premier emploi. Sauf qu'en face, le marché du travail ne lui demande pas ce qu'il sait. Il lui demande ce qu'il a déjà vécu. Une exigence qui revient partout, l'expérience. Et le plus déroutant, c'est qu'une expérience d'au moins 6 mois jusqu'à 2 ans est requise sur des postes débutants, ou même pire, des offres de stage. C'est ici que naît le paradoxe. Pour travailler en France, il faut déjà avoir travaillé. Personne ne veut embaucher sans expérience. Et ça n'existait pas pour la génération des boomers. C'est une série de portes qui restent fermées, des candidatures sans réponse. J'ai environ 10% de retour. Alors, cette jeunesse doit changer de plan. Elle s'accroche et ne cherche plus le poste idéal. Elle cherche juste à travailler, à avoir cette fameuse expérience demandée. Et cette première expérience, c'est bien souvent un stage. Puis, avec beaucoup de persévérance et si la chance continue de lui sourire, il trouvera enfin un CDD de quelques mois. Grâce à son stage, Emmanuel a pu faire ses preuves. L'entreprise lui a proposé un CDD de 1 an. Plus de la moitié des moins de 25 ans sont en contrat précaire. Et il y a une autre différence majeure avec les années 70. Pour une partie des jeunes, le contrat de travail classique n'est plus le passage obligé. Car certains d'entre eux, qui souhaitent justement s'émanciper de ce modèle, choisissent l'auto-entrepreneuriat. En 2023, environ 2% des personnes en emploi sont des indépendants qui trouvent leurs clients via une ou plusieurs plateformes numériques, livraison, VTC, services. Et ce n'est pas marginal chez les jeunes. Fin 2021, les moins de 30 ans représentaient déjà 20% des auto-entrepreneurs, alors qu'ils ne sont que 6% des indépendants classiques. Ce n'est pas forcément un rêve de liberté. Parfois, c'est une solution temporaire ou permanente. Parfois, c'est une suite de contraintes et d'échecs. Mais c'est surtout la seule manière de faire quelque chose en attendant mieux. Dans la réalité, c'est souvent une précarité sans CDI, avec des revenus très variables, voire nuls, sans parler des différentes taxes, CFE, URSSAF, impôts, qui viennent resserrer un peu plus l'étau. Le constat est là, l'entrée dans la vie active est fragmentée, incertaine, bien plus difficile que ce qu'ont connu les boomers. Le CDI, qui pendant longtemps a été un point d'entrée rapide et basique, est devenu presque inatteignable en sortie d'études. Nous voilà en plein cœur du problème pour des jeunes cherchant du travail aujourd'hui. Le problème n'est pas seulement de trouver du travail. Le problème, c'est que cette recherche, dès le début, ressemble à une épreuve de légitimité permanente, malgré les années d'études et les compétences acquises. Des milliers de jeunes diplômés peinent à décrocher leur premier emploi. Formés, motivés, ils mettent pourtant 1 an en moyenne avant de signer un contrat. Et le plus souvent, un contrat à durée déterminée. Pour cause, l'âge moyen du premier CDI en France, qui était autour de 20 ans dans les années 70, est aujourd'hui autour de 27 ans. 7 ans où se projeter relève de l'absurdité, parce que le futur est trop incertain. Et lorsque la stabilité recule et demeure rare, l'effet domino ne se fait pas attendre.
Ce décalage se voit très vite dans les chiffres globaux. Le taux d'emploi des jeunes s'est effondré, 53,8% en 1975 contre 34,4% en 2024. Le taux de chômage chez les actifs de moins de 25 ans atteint 18,8% en 2024 contre 7,9% en 1975. Pourtant, il faut bien continuer à vivre, se loger, se nourrir, payer des factures, rembourser les crédits. Et c'est précisément là que beaucoup de jeunes sentent ce poids grandir un peu plus chaque jour, même lorsqu'ils ont réussi à décrocher un CDI. Parce que même la stabilité ne suffit pas toujours à rendre la vie plus simple. En effet, le coût de la vie pèse bien plus qu'avant, et les perspectives d'évolution sont nettement plus faibles. Et malgré les études plus longues, malgré l'entrée plus tardive dans le travail, les salaires d'entrée sont relativement plus bas qu'avant. En 1979, les jeunes de 30 ans gagnaient en moyenne 9% de plus que les quinquagénaires à compétences égales. Aujourd'hui, ils gagnent 13% de moins. Même à l'effort égal, voire supérieur, rien n'est comme avant pour un jeune. Une entrée plus tardive dans le monde du travail, une progression bien plus lente et plus d'argent mangé parce que vous ne pouvez pas éviter de payer. Fort heureusement, il existe des contre-exemples heureux. Des jeunes qui trouvent tout de suite un CDI, des secteurs qui embauchent. Mais dans l'ensemble, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a bien une précarité généralisée de début de carrière. En 1982, 75% des jeunes qui travaillaient avaient un CDI. En 2023, c'est seulement 42,7%. Alors, comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qui a concrètement changé entre la génération des boomers et celle d'aujourd'hui ? Il y a 6 axes qui expliquent pourquoi le même effort ne mène plus au même résultat aujourd'hui. C'est maintenant que vous saurez où se jouent précisément les différences. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Il fut un temps où l'économie avançait sans hésiter jusqu'au milieu des années 70. Un temps où il n'était pas nécessaire de se battre pour entrer sur le marché du travail. On prenait naturellement une place qui nous attendait. Puis vint la cassure. Après le choc pétrolier de 1973, le chômage augmente pendant une dizaine d'années, puis pose ses valises et ne quitte plus jamais le paysage. Nous passons de 500 000 chômeurs en France en 1974 à plus de 2 millions dans les années 80. C'est une rupture profonde. Et lorsque le chômage devint une réalité durable pour les jeunes générations, tout change. Plus de concurrence, plus de sélection, le cercle se referme et la spirale s'installe. Mais après le chômage de masse, un autre déséquilibre s'installe sans faire de bruit. La massification de l'enseignement. Sur le papier, l'idée paraît convaincante. Plus de diplômes, donc plus d'opportunités. Et cela est vrai en partie. L'accès à l'éducation s'est élargi et c'est un progrès. Mais alors que les diplômes fleurissent, les offres d'emploi qualifiées, elles, n'ont pas suivi le même rythme. Le bac est devenu presque une norme. 80% l'obtiennent aujourd'hui. La licence aussi s'est banalisée. Pourtant, l'entrée ne devient pas plus facile, au contraire, elle devient plus compétitive. Cela crée un phénomène de surqualification. Trop de candidats diplômés par rapport aux postes de niveau cadre disponibles. En conséquence, beaucoup de jeunes se retrouvent surdiplômés pour l'emploi qu'ils trouvent. Alors, en désespoir de cause, elle a fait quelque chose qui peut sembler aberrant. Elle a sorti une version de son CV où ses 2 dernières années d'études sont effacées. Et c'est avec ce CV moins qualifié qu'elle a réussi à trouver des petites missions. Un chiffre le résume. Plus d'un tiers des jeunes diplômés du bac occupent aujourd'hui un emploi d'employé ou d'ouvrier. Alors qu'au début des années 80, ce n'était que 11%. Le diplôme n'empêche plus le déclassement. C'est une différence profonde avec la génération des boomers. À l'époque, un bac+5 était rare. Le diplôme distinguait parce qu'il y avait moins de candidats au sommet de l'échelle. Aujourd'hui, le même niveau a cessé d'être une exception. En effet, dans beaucoup de secteurs, le bac+5 devient un seuil implicite, parfois le minimum pour viser un poste correct.
Et malgré ce seuil franchi, le début se fait souvent plus bas que prévu. Imaginez, des années d'études, du temps et de l'argent investi, des sacrifices, parfois des dettes, et pourtant en retour, le résultat est très loin de la promesse tant attendue par les jeunes d'aujourd'hui. Le décalage entre attente et réalité n'est plus une fissure, c'est un gouffre. Pour comprendre la raison d'un tel déséquilibre, regardons ce qui a changé dans le tissu économique lui-même. C'est là qu'apparaît la troisième explication, une des plus importantes. En quelques décennies, la France est passée d'une économie largement industrielle à une économie de services. Et les baby boomers, eux, ont connu l'apogée de cette France industrielle. Automobile, sidérurgie, chimie, des emplois stables. En résumé, une possibilité de construire un avenir solide grâce à l'industrialisation. Mais à partir des années 80, le sol commence à se fissurer. D'abord lentement, puis de plus en plus vite. Les fermetures d'usines s'enchaînent, les productions partent à l'étranger et la faille laissée derrière est immense. 2,5 millions d'emplois industriels perdus depuis 1974. Ce n'est pas juste une statistique, c'est un socle qui s'effondre. Car dans les années 60, l'industrie pèse lourd, autour de 30% des emplois. C'est un pilier, un monde qui, notamment pour les non-diplômés, fournit quelque chose de rare, des emplois stables. Mais dorénavant, ce pilier n'est plus qu'un fragment. L'industrie ne représente plus que 12,7% des emplois. Et ce qui vient ensuite ne sera jamais comme avant. Désormais, plus des 3/4 des emplois se trouvent dans le tertiaire. Mais ce nouveau monde n'offre pas la même stabilité. Il demande plus de flexibilité. Or, au commencement d'une carrière, cette flexibilité est rarement une liberté. C'est une contrainte qui touche d'abord et encore les jeunes. Et cette flexibilité n'est pas née par hasard. Elle s'est enracinée dans un basculement discret, mais qui va changer le destin du monde. La mondialisation. La concurrence ne vient plus seulement d'un voisin français. Elle vient de partout, du monde entier. La production devient mobile. Elle glisse d'un pays à l'autre comme une marée. En conséquence, le travail en France se retrouve plus à découvert, plus vulnérable. Car l'importation moins chère se paye au prix fort. Ce sont les emplois peu qualifiés qui se fragilisent et qui voient leur salaire tiré vers le bas. Dans un monde globalisé, les entreprises naissent plus vite et meurent beaucoup plus vite, entraînant avec elles des carrières qui s'effritent beaucoup trop rapidement. Un jeune d'aujourd'hui peut traverser jusqu'à 3 industries différentes en 10 ans, là où un baby-boomer pouvait parfois rester toute sa vie dans une grande entreprise. Et ce n'est pas tout, car une autre transformation majeure arrive. Même lorsque la production reste en France, il devient alors possible de produire autant, voire davantage, mais avec beaucoup moins de main-d'œuvre qu'auparavant. Une partie de ce qui était fait manuellement se transmet peu à peu aux machines numériques, aux logiciels et aux robots. C'est ce qu'on appelle l'automatisation et l'informatisation. Ce sont surtout les tâches routinières et intermédiaires qui se retrouvent exposées. Puis vient ce qui fait tant débat aujourd'hui et qui est déjà partout dans nos vies, l'intelligence artificielle. L'outil ne se contente plus d'assister. Il commence à décider et parfois même à produire à notre place. En 2024, 10% des entreprises implantées en France déclaraient avoir déjà utilisé au moins une technologie d'IA. Et parmi celles-ci, 27% s'en servent dans leur processus de production ou de service. Les conséquences se font très vite ressentir. Ceux qui arrivent sans réseau et sans expérience commencent avec un vrai handicap, car la concurrence est dorénavant massive et avec elle vient de nouvelles exigences. Se former davantage, s'adapter et apprendre beaucoup plus vite pour toujours et encore prouver notre valeur sans s'arrêter. Ce n'est plus une progression, c'est une sélection permanente. Comme si le début de carrière devait ressembler à une course, avant même d'avoir appris à courir. Et si cette exigence est devenue la norme, ce n'est pas seulement parce que l'économie l'a voulu.
c'est aussi parce que certaines décisions ont été prises. Qu'est-ce qui a rendu cette instabilité et cette exigence acceptables? Après l'économie, vient les choix politiques. Face à cette situation critique, la France trouve une solution provisoire. Elle introduit le contrat à durée déterminée en 1979 pour contrer le chômage. La promesse est simple: permettre aux employeurs de recruter de façon temporaire afin de faciliter l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Sauf qu'avec le temporaire est devenu une habitude, puis une norme. Depuis 5 ans, elle occupe des postes à responsabilité dans des grands groupes pharmaceutiques, mais toujours en CDD. À la longue, elle n'en peut plus de cette vie en pointillé. Le premier CDD pendant 2 ans, on se dit que c'est notre première expérience, on sort d'école, on était encore junior. Ensuite, la deuxième, on s'investit, encore 2 ans et demi, on se dit que ça va peut-être marcher, on ne sait jamais, la conjoncture peut changer. Et puis là, la troisième, on commence un peu à s'essouffler. Car un CDD n'est pas seulement une date de fin. Il impacte directement votre capacité à vous projeter comme une existence tenue en suspens. Vous ne progressez pas, vous renouvelez. Vous ne bâtissez pas, vous attendez. Vous ne choisissez pas, vous espérez être reconduit. Aujourd'hui, 85% des embauches environ se font en CDD. Et pendant que cette précarité se banalise, une autre transformation s'installe. Dans les années 86-89, les licenciements économiques deviennent beaucoup plus simples et la rupture conventionnelle arrive. Mais bien que ces décisions aient permis de réduire légèrement le chômage en fluidifiant le marché du travail, elles n'ont fait qu'amplifier le climat d'incertitude pour celles et ceux qui y arrivent. Si ce basculement a été possible, c'est aussi parce que la force collective s'est amenuisée. Un élément essentiel qui explique pourquoi cette transformation s'est faite avec si peu de résistance. Car dans les années 70, la syndicalisation se situait autour de 15 à 20%. Aujourd'hui, elle est seulement aux alentours de 10% et les jeunes y sont particulièrement peu présents. Et dans le privé, c'est encore pire. Nous sommes aux alentours de 7-8%. Ce n'est pas uniquement culturel, c'est aussi structurel. Quand vous changez d'employeur, de mission, de statut, vous perdez cette continuité qui rend l'action collective efficace. La voix se disperse. Et face à une entreprise, une voix dispersée pèse forcément moins. La comparaison avec les boomers devient alors brutale, car ces derniers ont pu pleinement bénéficier des acquis syndicaux, les augmentations négociées, les statuts protecteurs. La force collective pesait davantage et pour preuve, 1968 en est devenu le symbole. Les mobilisations ont arraché les avancées majeures avec par exemple plus 35% sur le SMIC, mais en une seule fois. Aujourd'hui, oui, les mobilisations existent. La colère est bien présente. Pourtant, la transformation en gain concret ou durable est devenue presque impossible. Et ce n'est pas un hasard. À partir des années 80, une autre priorité s'est imposée: tenir l'inflation. Alors, si les prix ont été stabilisés, pourquoi les salaires, eux, n'ont pas suivi ? Après les années 1970, l'inflation devient un risque à contenir coûte que coûte. À partir de là, la priorité change. La stabilité des prix passe devant tout le reste. En 1993, l'indépendance de la Banque de France est renforcée. Puis, avec la zone euro, un cap devint central. Viser une inflation autour de 2% à moyen terme. Et pendant près de 3 décennies, le résultat est là. Les prix restent globalement maîtrisés. Mais cette stabilité a encore une fois un coût. Parce qu'un système qui refuse la hausse des prix doit bien absorber la pression quelque part. C'est encore les salaires qui subissent. Entre 1996 et 2023, le salaire net moyen, EQTP, privé, etc., progresse seulement de 13% en euros constants. Et il a même reculé en pouvoir d'achat
en 2022-2023 avec le choc inflationniste. Car la richesse produite en plus a été redirigée ailleurs. En part de valeur ajoutée, les salaires nets sont stables depuis 1990, alors que les dividendes ont augmenté. Ce n'est pas une absence de richesse, c'est une redistribution qui se traduit par 3 conséquences immédiates. Des salaires d'embauche plus bas, une progression plus lente et un sentiment de faire du surplace malgré les efforts fournis au travail. Puis vint le verdict le plus concret avec le patrimoine. Le temps nécessaire pour rembourser un prêt immobilier a explosé. 9,7 ans en 1967, entre 13 et 14 ans au début des années 70, contre 23 ans et 1 mois en 2023 pour une maison comparable. Le constat est indéniable. Le revenu du travail seul met désormais beaucoup plus de temps à transformer une vie en capital. Vous pouvez faire tout comme il faut, c'est-à-dire tenir un budget, éviter les dépenses inutiles, épargner dès le premier salaire. Le problème n'est pas là, car il est arithmétique. Lorsque le salaire réel progresse lentement et que le prix des actifs grimpe plus vite, l'écart se creuse mécaniquement. Si le ratio prix de l'actif-salaire explose, l'effort ne suffit plus. Mais la difficulté ne vient pas seulement du prix des actifs. Elle vient aussi de votre revenu net. Vous n'achetez pas avec votre brut. Vous ne vivez pas avec votre brut. Vous survivez avec ce qu'il reste. Or, entre le brut et le net, la ponction existe et elle s'est bien alourdie. Voici la dernière et 6e explication. Aujourd'hui, le problème n'est donc pas de l'ordre de la volonté, mais de ce qui reste réellement de votre salaire. Vous ne vivez pas avec votre coût employeur, vous vivez avec votre net. Et l'écart entre les deux a fortement augmenté avec le temps. En 1970, pour 100 € payés par l'employeur, le salarié touchait 69,1 €. En 2024, le salarié garde 54 €. Les seuls salaires qui bénéficient d'allègements significatifs sont surtout ceux du SMIC. Et c'est précisément là que le système révèle un autre problème. Ces allègements rendent certaines augmentations très coûteuses pour l'employeur, ce qui peut réellement freiner la progression des salaires au bas de l'échelle. Voici pourquoi. Pour augmenter de 100 € le revenu disponible d'un salarié au SMIC, le coût employeur peut monter jusqu'à 442 €. Et le symptôme est visible. Aujourd'hui, 12,4% des salariés sont au SMIC, une proportion élevée, alors même que le niveau moyen d'éducation est bien supérieur à celui des années 1970. La conclusion est donc amère. Plus de diplômes, plus d'efforts, mais pourtant, une part importante de salariés reste maintenue au plus bas. Ainsi, pour toutes les raisons que nous venons de voir, comparer les générations des boomers et celles d'aujourd'hui uniquement sur le mérite est une erreur. Il ne s'agit pas d'un procès pour juger qui est coupable ou qui est victime, car ces générations n'ont tout simplement pas commencé dans le même système économique. Une grande partie des boomers a connu une entrée sur le marché du travail plus directe et plus sécurisée, avec bien moins de chômage, plus de stabilité, des salaires qui augmentent, mais en échange de conditions de travail souvent pénibles ou dangereuses. Puis vint la génération des millennials et de la Gen Z, mais avec des règles plus dures, davantage de précarité, une progression bien plus lente, des actifs plus chers, avec un avenir plus qu'incertain, sans parler du contexte mondial tendu. Le constat est sans appel. La différence n'est pas dans l'effort, elle est dans les conditions qui ont changé. Autrefois, le travail était plus dangereux physiquement et plus long. Aujourd'hui, la durée a baissé, mais elle est bien plus dense et tendue. Par exemple, la part de salariés soumis à au moins 3 contraintes de rythme grimpe d'environ 6% en 1984 à 34% en 2019. Nous pouvons en débattre politiquement, mais les faits sont là. Ce que nos parents ou grands-parents ont connu sur le marché du travail, nous ne le reverrons probablement plus jamais. Alors, malgré tout,
Pensez-vous que les boomers ont eu la vie plus facile sur le plan professionnel ? À vous de juger la réponse en commentaire, mais nous comptons sur vous pour rester respectueux. N'hésitez pas non plus à nous partager vos retours, critiques, expériences ou suggestions. Pour l'heure, nous vous donnons prochainement rendez-vous pour la suite de notre série « Les boomers ont-ils eu la vie facile ?», mais sur la partie logement. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. À bientôt!